poursuivons cette discussion avec Franklin Pichard, avec moi en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Point tous les 15 jours avec vous. Il y a 15 jours, on avait l'idée peut-être d'une semaine de reprise. Et puis c'est vrai que cet espoir s'est vite évanoui. Et on revient d'ailleurs dans un régime de volatilité assez important pour les marchés actions sur les dernières séances. Oui, volatilité importante et pourtant volume relativement faible. Il s'échange plus de 2 milliards, 2,4 milliards sur Paris, mais on est loin des rythmes normaux. Alors volatilité, effectivement, quand on a eu les 4 sorcières ou quand on a des séances un peu exceptionnelles, là, oui, on a du volume et on a une vraie volatilité. Puis la volatilité, on la constate aussi depuis maintenant de très nombreuses séances, des ouvertures de séances plutôt en hausse qui donne un petit peu d'espoir aux investisseurs et puis qui s'inverse à la faveur de l'inflation en Allemagne, à la faveur de n'importe quelle autre nouvelle et des marchés qui redégringolent derrière. Donc, on voit dans quel état de désarroi sont les opérateurs plus que les investisseurs, parce que les opérateurs ont une gestion beaucoup plus court-termiste, intraday même parfois. Et dans ce cadre-là, on voit qu'ils roulent des positions, qu'ils retournent leurs positions au fil des heures et au fil des informations. Donc derrière, pour nous qui sommes des investisseurs finaux pour le compte de nos clients, c'était extrêmement difficile et on est obligé d'être très très prudent. J'entendais à l'instant votre interlocuteur. Nous aussi, lui peut se le permettre, aller sur les marchés obligataires comme il le fait avec des rendements, on piste, on traque ses obligations. Mais nous, pour le compte de particulier, c'est excessivement difficile d'obtenir ce papier. Ouais. On essaie de se placer et ça cote 1 centime au-dessus pour pas qu'on les ait. Et c'est vrai que dans l'absolu, vous avez des papiers à échéance 2025 et vous pouvez avoir du 4-5% pour même pas 2025, 2023-24 pour certaines, donc sur des échéances très courtes où vous serez remboursé le nominal, vous achetez en dessous du pair, vous pouvez avoir l'espoir de... Sauf que le particulier qui entend ces propos et qui va vouloir le faire, c'est un marché plus professionnel auquel nous, pour le compte des particuliers, on a beaucoup de mal à avoir cette non, mais c'est un point très intéressant. Il y a des barrières à l'entrée. Alors, sur les actions, effectivement, on peut même fractionner aujourd'hui l'achat d'actions. Donc, c'est vraiment accessible dès le premier euro, d'une certaine manière. Pour le marché obligataire, alors, sauf à passer par des fonds obligataires, où là, on achète les parts du fonds, etc. Mais faire du bond picking quand on est particulier, ou pour le compte d'un particulier, c'est très très compliqué. C'est un marché plus difficilement accessible, avec des tailles aussi peut-être plus importantes, qui demandent d'avoir quand même parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros à mettre pour acheter un bout d'une souche d'émetteur. Oui, en 20 ans, on est passé de souches qui étaient de 5 000 francs à aujourd'hui 100 000 euros. Oui, c'est ça, voilà, c'est 100 000 euros. Ça, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et puis, l'autre élément, c'est que si vous arrivez pour quelques clients et que vous voulez pour 1 million ou 1,5 million ou 2 millions d'une obligation, on va vous rire au nez, vous allez être mal servi, on ne va pas vous les donner, parce qu'en face, vous avez ce que vous venez de dire, des fonds, des banquiers, des professionnels qui vont arriver avec des dizaines de millions d'euros. Donc, ou de devises, de francs suisses, peu importe. Mais c'est vrai que ce serait formidable. Non, mais c'est un point clé. Dans ce moment où les produits de taux et les produits obligataires redeviennent intéressants, justement, c'est ce que tous les professionnels disent, le particulier, lui, il est peut-être un peu sur le bord de la route de ce point de vue-là. Exactement. Il a du mal à se positionner. Vous savez, c'est le fameux acronyme, le fameux TINA dont on reparle un peu ces jours, où il n'y a rien d'autre à faire et on va sur les actions. Là, on se disait, il y a peut-être autre chose à faire, aller sur les obligations. Et puis finalement, c'est un autre acronyme qui l'emporte en ce moment. C'est on a peur. Et on reste à l'écart et on vend. Voilà, c'est la complexité du moment un petit peu pour gérer à court terme et au quotidien. Ça veut dire qu'effectivement, alors si on se cantonne au marché action, aujourd'hui, la meilleure décision à prendre, c'est de ne
pas prendre de décision, Franklin? Ou en tout cas, il faut déjà avoir, j'imagine, concentré son portefeuille, alléger les poches de risque les plus spéculatives. J'espère que tout le monde a commencé à faire ce travail quand même, Franklin. Ah bah, j'espère que Oui. j'espère que ce travail est même quasiment achevé. Ouais, c'est ça. Mais je parlais cette semaine avec rédacteur chef d'un grand journal économique et financier, il y en a plus 50. Oui, bah, vous pouvez le citer, il n'y a pas de... François Meunier qui Oui, disait, investir les échos, bien sûr. Il me parlait de la poche des mid-cap, des valeurs moyennes. Il dit, mais c'est un véritable sinistre sur ce compartiment de la cote. Et on était d'accord pour dire que Ronex ne faisait pas non plus tout ce qu'il fallait pour soutenir ce compartiment, mais on voit qu'aujourd'hui, typiquement, et on l'a fait, et je crois que j'ai même eu l'occasion de le dire ici il y a quelques semaines, tout ce qui est petite capitalisation, mid-cap, small et autres, c'est pour le moment, c'est mort. Je veux dire, c'est totalement déserté. On n'a pas de visibilité. Il peut y avoir des problèmes de liquidité quand on a une crise. Donc oui, il y a actuellement de gros dilemmes et de gros perdants dans ces périodes actuelles. Du coup, sur quoi il faut être concentré aujourd'hui, Franklin? C'est quoi des exemples de dossiers rock solides, dans le sens où ça pourra toujours baisser plus, mais on a la conviction forte que ce sont des dossiers pour lesquels on retrouvera nos prix, nos valorisations, une fois que la crise, en tout cas l'intensité de la crise, l'intensité du tourbillon actuel sera un peu moins forte. Oui. Alors, en amont, avant de vous répondre, c'est planter le décor. Le point bas de cette année, c'est 5750. On l'a fait en mars, on l'a fait en juillet. Les chartistes vous disent qu'on va le refaire. Donc, on était encore au-dessus de 6000 en séance ce matin. Donc, il y a encore... voilà, ce sont des directions, ce ne sont pas des timings pour rentrer dans le marché. Mais il y a des très belles nouvelles, il se passe de très belles choses. On a eu cette semaine la Française des Jeux qui rachète The Turf. C'est quelque chose qu'on attendait parce que le groupe était trop monoproduit, trop axé, et s'ouvrir sur le deuxième opérateur en France, sur le PMU, derrière le PMU, sur les courses hippiques, c'est quand même un bon point. Le titre avait bien corrigé sur ses plus hauts. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder un moment. Et puis, il y a d'autres opérations. Quand on regarde l'opération que Schneider vient de lancer sur Aveva, où ils ont racheté 40,84% du capital qu'ils ne détenaient pas. Valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards d'euros. Alors, on va relativiser les choses. Et pour rappeler... Aveva, c'est la partie software de Schneider. On pourrait la comparer à la partie Dassault Systèmes. Et le prix qui est payé offre une prime de 10% par rapport à Dassault Systèmes. C'est dire s'ils y croient, c'est une belle acquisition. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils feraient des acquisitions plus modestes dans les prochains mois. Mais là aussi, on voit ce groupe qui est très bien positionné sur ces marchés de base. Et là, on est effectivement sur l'électrification et l'efficacité énergétique. Et puis qui, là, sur le software, continue de se développer. Ça représente 2,4 milliards d'euros, cette partie-là, par rapport aux 29 milliards de chiffre d'affaires de Schneider. Donc, mais ça va grossir. Mais ça va grossir. Et je voyais toutes sortes d'objectifs de cours sur Schneider par les brokers au-delà de 150 euros, ce qui offre un upside de 30% environ par rapport au cours actuel. Alors, est-ce que c'est maintenant ? Sûrement pas, peut-être pas qu'il faut rentrer, mais en tout cas, il faut le mettre dans la marge de son carnet d'ordre, son ordre préparé, et puis à un moment, si effectivement on a une correction encore, commencer, c'est ce que je dis à chaque fois, commencer à faire une demi-ligne, un tiers de ligne, et puis si ça doit baisser, accompagner cette baisse. Mais là, on est sur des choses solides. On a parlé de Français des Jeux, on parle plus de convictions plus fortes comme Schneider, on avait évoqué Safran il y a quelques temps. Voilà des titres sur lesquels on peut avoir des convictions fortes. Mais est-ce que c'est dans 6 mois, 1 an, 18 mois ? Ça, personne ne vous le dira. Non. Là, effectivement, les 3-6 prochains mois sont quand même très brumeux en matière de... Très opaque. Oui, c'est ça, pour faire de la prévision ou des hypothèses. Un mot de Porsche quand même, là aussi. Non, mais j'aime bien parce que Schneider, ça montre quand même effectivement qu'il y a quand même des boîtes qui sont alors à l'offensive.
qui peuvent être opportunistes, pour qui le monde ne s'arrête pas de tourner non plus totalement parce qu'il y a peut-être une récession qui arrive ou que les banques centrales montent leur taux. Il y a quand même des choses qui se font du côté des entreprises. Porsche aussi, je trouve que c'est assez symbolique. Alors, au-delà du fait que ce soit Porsche, c'est quand même une des plus grosses introductions en bourse de l'histoire en Europe. Non seulement qui a été confirmé pour le 29 septembre, mais qui en plus a l'air de plutôt bien se dérouler. Je crois que les carnets d'ordre ont été largement sursouscrits pour une opération d'une levée d'environ 9 milliards d'euros prévue. Oui, on a beaucoup d'appels de nos clients qui nous disent Porsche et tout. J'ai déjà la voiture, est-ce qu'il faut que j'ai des actions? Alors, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, j'ai pas la voiture. La voiture, donc un peu comme le phénomène Ferrari à l'époque. Ouais. J'ai pas les moyens d'acheter une Ferrari et j'ai acheté des actions Ferrari et ça a été une très très belle chose, d'ailleurs, parce que le parcours a été formidable, pas au point de se payer la Ferrari. En ce qui concerne Porsche, moi je continue, malgré ces volumes, d'être très très prudent sur les niveaux de valorisation retenus. Souvenons-nous que les niveaux de valorisation compris entre 80 et 85 milliards, on parle de la filiale de Volkswagen. Volkswagen, c'est 80 milliards. C'est ça. Là, on parle 70-75 milliards. Effectivement, non mais voilà, c'est l'équivalent, grosso modo, de la capitalisation totale de la maison mère Volkswagen. Si on prend Mercedes, c'est 33 milliards. Et si on prend une extrémité, c'est Renault avec Nissan, c'est 13 milliards. C'est 7 milliards. Donc, Renault, c'est 7 milliards. Et donc, voilà, il y a quand même des... Alors, c'est pas la même chose, c'est une valeur de luxe, éternel débat au moment de Ferrari. Mais voilà, j'aimerais bien que ça ne se transforme pas en Aston Martin, c'est-à-dire qui a été un flop. Voilà, c'est ça. Monumental. Oui, non, mais parce qu'il y a Ferrari. Il y a Ferrari. Et puis après, il y a toute la gradation du luxe. Et le luxe, effectivement, dans le haut de gamme, Mercedes ou BM peuvent rivaliser, j'imagine, avec des modèles de Porsche dans le très haut de leur gamme. Ils ne sont pas pure player parce qu'ils font pas que du haut de gamme, c'est vrai. Sûr. Mais quand on regarde un pure player comme Aston Martin, ça a été une catastrophe. Donc voilà, il faudra rester prudent. Et puis on a eu quelques déconvenues parce que Porsche a déjà coté. À une époque, ça valait près de 200 €. C'était tombé à 60-70 €. Et avant d'être retiré de la cote, etc. Donc voilà, c'est une gestion complexe et compliquée. Oui, il y a toujours un sujet de gouvernance qui entoure le groupe Volkswagen au sens large. Merci beaucoup Franklin, merci d'être avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance.